Oh, y'a l'assassin bourreau. Aïe, 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 pays à moi empoisonné. Oh, y'a l'assassin bourreau. Avec l'on déconne, ces messieurs là, le fin battre avec nous. Oh, à l'assassin bourreau. Avec l'on déconne. Ces messieurs-là savent le film battre avec nous, mais nous du bout au cas. Il y a les fatalistes. On sait tous qu'il y a la fin d'école là-dedans. Là, on est foutus, hein. On n'a pas le choix. Faut qu'on vive, faut qu'on boive, faut qu'on mange. Ceux qui regorgent de colère. Pourquoi ils sont attendus tout ça de temps pour nous dire ça? Hein? Nous sommes vraiment empoisonnés. Et ce n'est pas seulement les hommes avec la prostate. Il y a nous aussi, la femme, côlon, l'utérus, le sein. Comment pouvez-vous dire aux personnes, de par vos études scientifiques, que 93-95% des personnes sont contaminées, mais qu'il n'y a aucun responsable? Le déni, lui, semble émaner de la justice. Pas de poursuite pour le scandale du chlordécone aux Antilles. En l'état, il n'y a pas de preuves, dit la justice française, alors qu'elle reconnaît dans le même temps un scandale sanitaire. Le chlordécone, star des pesticides dans la culture de la banane des années 80, persiste depuis dans la terre, les rivières, la mer. Il coule dans le sang de 9 Guadeloupéens sur 10. Nous sommes allés rencontrer ces citoyens de bonne volonté, certains chrétiens qui refusent de s'en résigner. Jean-Marie Flower, docteur en écologie. Un ancien professeur de sciences et vie de la Terre, Ismar Auguenin. Et maître Robert Valérius, président de la Ligue des droits de l'homme de Guadeloupe-Basse-Terre. Je m'appelle Jean-Marie Flower. Je suis né il y a une petite cinquantaine d'années. J'ai vécu dans le sud Basse-Terre en même temps que le chlordécone a commencé à être utilisé. Tous les matins, je me mets à l'eau pour me recharger les batteries. Vraiment, comme on ne pèse plus rien dans l'eau, les soucis ne pèsent plus rien dans la tête non plus. Quand on fait la planche, quand je me repose un petit peu, tout de suite, ça me fait penser au Christ. Et où on est obligé, comme lui, de se laisser porter complètement. C'est l'océan qui nous porte. Et ça me rappelle à quel point la divinité, la providence, Dieu, l'amour tout-puissant, peu importe comment on l'appelle, comment il est présent en fait à nous porter comme un arbre à des racines. C'est un petit peu ça mes racines. J'ai pas la chance d'être un arbre, mais au moins j'ai la chance de pouvoir nager. Nager dans un paradis qui abrite un monstre chimique invisible, mais bien actif. Le chlordécone est tapi dans les sols, contaminant tout et tous, hommes, animaux, poissons. Un quart de la Guadeloupe est empoisonné. Le fameux croissant bananier, touché jadis par un parasite, le charançon, l'ennemi à abattre pour ne pas étouffer le poumon économique de la Guadeloupe. La condition sine qua non pour que des monocultures très très peu diversifiées puissent exister, c'est qu'on ait des engrais et c'est qu'on ait des biocides pour dégommer, pour tuer absolument tout ce qui bouge et qui pourrait faire chuter les rendements. On a été simplement victime finalement de notre succès parce que le chlordécone, c'est une molécule qui est extraordinairement efficace avec une pollution qui est extraordinairement rémanente. Les premières victimes sont les ouvriers agricoles. Le mari de Christiane était planteur. Plusieurs cancers l'ont emporté en 2002. Cette photo m'évoque les produits, la manière dont on utilisait le produit tout autour des bananiers pour tuer les charançons. C'était un temps d'insouciance, en fait. Eh oui. Oui, ça me rappelle. La semence du poison. Il a utilisé le chlordécone pendant une vingtaine d'années. Il avait quand même déjà beaucoup inhalé ce poison parce que c'était sans gants, sans masque.
Donc, du coup, après, il est tombé malade. Mais il y a eu plusieurs ouvriers qui sont tombés malades. Il y a ceux qui sont décédés aussi, qui travaillaient pour mon mari à l'époque. C'est son fils, Rudy, ingénieur agronome, qui nous montre comment le biocide était alors utilisé sur ces 17 hectares de bananes. Les ouvriers semaient un cercle autour du pied du bananier. Souvent, il fallait faire les choses rapidement. Il y avait la chaleur. Et voilà. Mais comme je dis, globalement, il n'y avait pas de consignes hyper bien définies disant que c'était dangereux. Attention, portez des masques, portez des gants. Le produit était semé à même la main. On va vous montrer le hangar où était stocké ce fameux poison. C'était stocké ici, le reste de chlordécone. Donc à un moment donné, ce reste-là, il a fallu l'évacuer. Cette opération des services sanitaires, la voici en lieu et place, filmée dans les années 2000. 7 ans après l'interdiction officielle, il reste donc encore des stocks de chlordécone à traiter et sécuriser. Du temps de son utilisation, c'était un produit miracle, essentiel pour assurer le rendement exigé. Depuis les années 80, on était dans un programme de production intensive où il fallait produire, faire du volume pour pouvoir exporter vers l'Europe. Donc il y avait cette maladie et cet insecte, le charançon, qui bouffe les racines des bananiers. Des bananiers. Donc il fallait les traiter. Parce que sinon, en rendement à l'hectare, on avait une réduction. En 2008, Christiane fait analyser ses parcelles. Jusqu'à 3600 microgrammes par kilo de terre. C'est 180 fois le seuil autorisé. J'ai été outrée parce que j'ai fait des analyses et tout ça. J'ai vu que j'avais quand même des traces de chlordécone dans le sang. Vous aussi? Oui, j'en avais. Et je me suis dit, quand j'entends le gouvernement qui dit c'est un non-lieu, j'ai dit, ah non, il n'en est pas question. Je demande réparation, c'est tout. Dédommagement. Moi, j'y crois. Qu'est-ce qui vous fait croire? Eh bien, c'est le Seigneur qui me donne ce pouvoir, cette force de croire que ça va. De toute façon, tout est payant. Tout est payant sous cette terre. Tôt ou tard. Ce sera tard, car les ravages du biocide sur la santé sont connus depuis les années 70, quand des employés d'un site de production en Virginie développent des troubles neurologiques graves. Les États-Unis réagissent et interdisent le pesticide en 1976. La France ne suit que 17 ans plus tard. Pire encore, la population vit dans l'ignorance de sa propre contamination jusqu'aux premières analyses en 2002. Jusqu'en 2002, l'État disait, les agences régionales de santé, non, il n'y a pas de problème ni de potabilité, ni de contamination de la chaîne alimentaire. Mais en tout cas, le mal est fait. Même si on n'est plus exposé au chlordécone, même si on a 0 microgramme par litre de chlordécone, le simple fait d'y avoir été exposé à un moment de notre histoire fait que notre corps, nos tissus vont en garder la mémoire et pourront ressortir ça sous forme de problèmes hépatiques, de problèmes prostate, de problèmes au niveau de l'utérus ou du développement néonatal pour les enfants. Ça a été une espèce de monstre un peu caché, dont je ne me suis jamais vraiment rendu compte avant ma rencontre fin 2018 avec Patricia Châtenay-Rivaudet. Patricia, Oui, je coucou, suis là. qui a été la première présidente de l'association Vivre. Je suis justement en train de faire du tri d'archivage sur tous nos documents, nos courriers à l'État. Ben nous là, nous cachons un peu. Faut nous tchember de toute manière, nous c'est des compatriotes. Tu m'as dit que tu avais retrouvé des... Oui, en fait, tu quelques vois, documents. tous ces documents, en fait, c'est tout l'historique de notre procédure. L'association a monté une action collective contre l'État, au total plus de 1000 plaignants, pour ses carences dans l'utilisation du chlordécone. La seule victoire à ce jour sur le plan judiciaire. Sur l'action collective conjointe, on peut s'enorgueillir d'une chose, c'est qu'en fait, c'est le seul jugement qui soit sorti où la négligence fautive de l'État a été clairement exprimée, retenue par l'appareil judiciaire français. Négligence retenue, mais pas la demande d'indemnisation. Cette soif de justice
Patricia la puise dans une tragédie familiale. J'ai un père qui a été touché par le cancer de la prostate, une sœur, cancer du sein, et puis d'autres membres très proches de ma famille. Moi-même, je suis touchée. Je suis obligée d'être sous un suivi médical permanent, même si on n'a pas de preuve qu'il y a une connexion, puisqu'on ne peut jamais avoir de preuve de connexion au cas par cas. Mais je me suis dit, il faut que j'essaie de comprendre ce qui se passe. Quand vous n'êtes pas informé de ce qui se passe, de niveau de pollution, de ce que c'est qu'une pollution, de ce que c'est qu'un pesticide, un organochloré, des possibilités de risques que vous avez, quand vous n'êtes informé de rien du tout et qu'on vous l'apprend, mais qu'en plus, il y a un système de réseau d'eau et de stations d'épuration d'eau qui dysfonctionne, mais au centuple ici. C'est le combat d'Ismar depuis des années. Son engagement chrétien le pousse à dénoncer cette réalité. Et il est bien déterminé à nous montrer l'état du réseau. Le réseau devient en déshérence. C'est pourquoi d'ailleurs on n'a pas assez d'eau. Parce qu'en termes de production, nous produisons beaucoup d'eau, 75 millions de mètres cubes, mais nous en perdons 45 millions. Donc vous voyez, c'est ça, à cause de la vétusté du réseau. Et ce qui est triste quand même, hein, bon, je pense que c'est dans les années 2000 ou 2001 que Dominique Voynet a demandé de faire l'analyse et les résultats ont montré qu'il y avait beaucoup de produits d'organochlorés, comme la chlordécone notamment. Et à ce moment-là, on a commencé à traiter l'eau, filtrer l'eau et traiter aussi, filtrer l'eau avec du charbon actif. Mais malgré ce traitement, on continue à avoir de l'eau qui arrive avec la chlordécone. Au lieu de changer à temps le charbon actif, on les laisse et quand c'est saturé, la chlordécone passe. Ah non, mais c'est une catastrophe. Une catastrophe sanitaire qu'Harry Durimel sera le premier et longtemps le seul à dénoncer. Il est l'avocat historique de cette affaire. Aujourd'hui maire de Pointe-à-Pitre, le militant écologiste de confession musulmane fustige l'omerta de la France, 30 ans durant. On a piétiné toutes les autres valeurs qui sont celles de la philosophie des Lumières, la solidarité, la santé, le respect de son prochain. On nous a menti et tout. Et c'est pour ça que je peux comprendre que les chrétiens s'en émeuvent. Parce que le contrat social, au terme duquel ils ont confié à l'État de préserver ce que Dieu nous a donné, la nature, une nature saine pour nous nourrir, pour nous alimenter, boire et autres, eh bien, on considère que cette œuvre de Dieu a été ternie, salie et dégradée, détériorée par les assoiffés d'argent. Et donc, c'est vrai que le bouleversement est sanitaire, mais aussi dans l'esprit des gens, ça suscite une vraie défiance envers les gouvernants, envers ceux qui sont censés nous protéger. Hein? Ah ouais, rembourser. Nous rencontrons ce soir pour débattre des problèmes que nous rencontrons dans la gestion de l'eau. Quand je bois l'eau, ça me donne mal au ventre après. C'est-à-dire qu'il y a un problème, il faut faire quelque chose. Ils ont analysé, ils m'ont envoyé l'analyse là, ils m'ont dit qu'il y a trop de chlore, je crois. Trop de chlore. Il y a trop de chlore. Vous savez pourquoi il y a un excès de chlore dans l'eau? Qui peut me dire pourquoi il y a un excès de chlore dans l'eau? Ah, parce que l'eau n'est pas de bonne qualité. Pour éliminer les micro-organismes, etc., ils mettent beaucoup de chlore. Quand il y a un excès de chlore dans l'eau, comme il y a des particules organiques, il y a une combinaison entre chlore et particules organiques et ça donne des organochlorés, comme chlordécone. Moi, mon père, il est décédé en 2017 de la prostate et je savais que c'était à cause de la chlordécone que mon père est mort. Mais je ne peux pas aller en justice parce qu'on n'a pas assez de personnes pour t'accompagner. Mais c'est vrai que toute la voix de beaucoup de personnes meurent comme ça à cause de ça. Les Antilles détiennent le record mondial des cancers de la prostate et enregistrent 2 fois plus de cas que dans l'Hexagone. Nous sommes vraiment empoisonnés. Et ce n'est pas seulement les hommes avec la prostate. Il y a nous aussi, la femme, côlon, l'utérus, le sein, surtout le sein. Nous aussi, pour notre santé, ce n'est pas bon non plus. Les parents travaillent dans la banane. Pourquoi c'est maintenant ils veulent nous dire qu'avant il n'y avait pas fait de graines, il n'y avait pas de. On pouvait aller à la rivière se baigner et tout, boire une gorgée d'eau et puis faire attention. Maintenant il faut faire attention à tout.
Nous, on ne sait pas où on met les pieds. On nous dit de ne pas manger ça, pas manger ça, pas manger ça, pas boire ça, pas boire ça, mais on est comment alors? Oui, on est comment? On est comment? Eh bien oui. Pourquoi ils sont attendus tout ça de temps pour nous dire ça? Hein? Je suis Robert Valérius, j'exerce la profession d'avocat et aussi je suis engagé dans l'Église. Je suis dans la Ligue des droits de l'homme et nous avons et nous faisons un certain nombre d'actions pour sensibiliser sur les problèmes de justice, sur les problèmes de l'égalité et sur les problèmes aujourd'hui de l'eau et de la chlordécone. Chlordécone banni de l'Hexagone 3 ans avant les Antilles. Les gens voient qu'ils ont été empoisonnés, que leur terre a été empoisonnée, que leur eau est empoisonnée. Et ils demandent simplement justice, ils demandent réparation. Ils disent mais on s'est moqué de nous. Alors que dans l'Hexagone, on avait interdit et que ici en Guadeloupe, en Martinique aussi, mais en Guadeloupe, on a accepté, on nous prend pour des sous-hommes en fait. On nous prend pour des gens qui ne comptent pas. Et c'est ça que les gens vivent, c'est ça qu'ils ressentent. Et ça, et ils n'ont plus confiance. Il n'y a pas pire que l'invisible. Parce qu'on ne fait plus attention. Parce que quand vous voyez l'ennemi, vous pouvez vous défendre. Mais quand vous ne le voyez pas, c'est installé là comme quelque chose qui vous mange au fur et à mesure, qui vous détruit au fur et à mesure. Et c'est ça la question qui se pose. La beauté du paysage, la beauté de la terre, de la mer, le caractère un peu divin de ce territoire-là, et le poison qui a cheminé et qui est là pour longtemps. Je pense que c'est un crime contre la vie. C'est au nom de la Ligue des droits de l'homme que l'avocat s'engage, aux côtés de la Goutte d'eau, un collectif qui porte plainte pour mise en danger d'autrui. Il y a une enquête préliminaire qui est engagée. Aujourd'hui, la Ligue des droits de l'homme est partie prenante de ce procès et nous espérons que les responsabilités seront établies pour permettre que réparation soit faite auprès des gens, comme pour le chlordécone, comme pour l'eau, parce que la Guadeloupe, à mon sens, ne peut pas continuer à être dans une situation d'insalubrité quasiment publique, un pays dans lequel l'eau, la nature, la mer, la terre, ça pourrait être un paradis. Tantôt, on nous dit, oui, vous pouvez manger un peu de produits de la terre et de la mer, mais pas plus de tant de fois par semaine. Et puis après, on dit, oula, on se rend compte que finalement, on a fait des études au long cours, c'est pas aussi simple que ça. Donc, on ne sait pas à quel saint se vouer. On a trouvé beaucoup de pêcheurs qui étaient dans le déni. Leur interdire quasiment du jour au lendemain d'avoir une activité, pour eux, c'était... Alors qu'eux n'ont jamais touché de leurs mains du chlordécone, un peu fort de café quand même. Donc, sans compter que beaucoup de pêcheurs sont des autoconsommateurs qui n'ont même pas de bateau, qui vont pêcher sur le littoral. Donc ils continuent à pêcher, y compris dans les zones contaminées. Comme à Capesterre, dans le croissant bananier, où la rivière polluée se jette dans la mer, mais où aucun panneau n'informe les pêcheurs côtiers. Non, mais nous mangeons le poisson ici, à interdit. Il n'y a pas de panneau. Donc vous prenez pas de risque pour vous? Risque, bon, c'est pas encore. C'est pas encore. C'est quoi comme poisson? C'est un babi, on appelle ça un babi. Ouais. C'est du poisson qui reste dans le sable. Mais alors là, comme on est en zone chlordéconée, le poisson, il est chlordéconé. Ah ben oui, mais tout est chlordéconé. Hein. Bah oui, hein. On sait tout ce qu'il y a à la chlordécone là-dedans. Tout ce qu'il y a dans la rivière, des crevettes, des crabes, tout ça, ben, maintenant toute la planète elle est polluée, les Antilles ont pollué les Antilles. Ben, ça ne vient pas de nous. Hein. Parce qu'avant, il n'y avait pas ça. Quoi. Maintenant, ben, c'est partout. Ben, c'est là pour jusqu'à une centaine d'années quoi, encore. Là, on est foutu. Hein. On n'a pas le choix. Comme tu dis, faut qu'on vive, faut qu'on boive, il faut qu'on mange. Et je vais le manger quand même. Ça va pas nous tuer. On tient le coup. On va bon appétit quand même. Ok, merci. Mais je vais continuer à pêcher alors. D'accord. Ce sont des molécules qui sont là pour 600 ans. Il faut continuer à vivre. Il faut surtout aussi donner de l'espoir aux générations. Mais le système judiciaire, la communication étatique, cette infantilisation permanente ne fait qu'engranger de la colère
Comment pouvez-vous dire aux personnes, de par vos études scientifiques, que 93-95% des personnes sont contaminées, mais qu'il n'y a aucun responsable, qu'il y a forcément un non-lieu? Un non-lieu motivé par la difficulté de rapporter la preuve pénale des faits dénoncés, commis longtemps avant le premier dépôt de plainte, celui d'Harry Durimel, il y a 16 ans. Je serai un jusqu'au boutiste. Et si on ne gagne pas un appel, nous ferons un pourvoi en cassation. Et si on perd en cassation, nous irons au niveau de la Cour européenne. Donc, nous voulons la justice. Nous avons gagné le combat de la vérité. Aujourd'hui, on sait tout sur le chlordécone. Le combat de la justice n'est pas gagné, mais il n'est pas non plus perdu. Le non-lieu, c'est aussi, quelque part, presque une deuxième insulte. Une provocation. En disant, mais voilà, il n'y a pas lieu d'être inquiet, il n'y a pas lieu d'être malade. Vos maladies, soit elles sont imaginaires, soit elles sont liées à tout à fait autre chose, mais surtout pas à ces phénomènes de contamination, alors que les publications scientifiques, globalement, elles pointent quand même du doigt les produits de ces 60-70 dernières années. Donc ça peut être un mea culpa public de l'État, avec tous les trois pouvoirs, hein, donc le judiciaire, l'exécutif et le législatif. Il manque toujours le judiciaire, pour l'instant. Ça, ce serait déjà la reconnaissance que les peuples de Martinique et de Guadeloupe sont effectivement victimes. Il faut indemniser toutes les personnes qui ont été touchées, y compris leurs défunts. Il faut que ces institutions, il faut que ces usines de la mort, d'une façon ou d'une autre, participent à réparer et à tout réparer. Alors c'est peut-être un vœu pieux, mais c'est là où je dis que ma spiritualité me dit qu'il faut que je sois patiente et que même si je ne serai pas là pour le voir, peut-être mon fils, mon petit-fils sera là pour le voir. En attendant, les Guadeloupéens doivent apprendre à se protéger de ce monstre chimique. L'État met en place des mesures pour réduire l'exposition au chlordécone, comme l'analyse des sols. C'est le programme JAFA. Salut Jean-Marie. Pour jardins familiaux. Et c'est la mission de Frédéric. Comment vas-tu? Depuis 3 ans, ils mènent donc leur petit jardin collectif. Et nous, on les accompagne en tant que JAFA sur la problématique chlordécone, puisque c'était un terrain qui avait été analysé et qui était contaminé. Le pesticide reste dans la terre. La culture hors sol est donc préconisée pour les légumes racines. Là, nous avons du curcuma, on a de la patate douce ici, et on a mis de l'igname avec un peu plus de profondeur. Voilà, le camanioc là-bas. Là, tu as du topinambour. La limite maximale de résidus de chlordécone est fixée à 20 microgrammes par kilo de terre. Ici, par endroit, c'était 40 fois plus. On était aux alentours de 800 microgrammes. 800 microgrammes. C'est beaucoup. 800 microgrammes, c'est un résultat qui est assez élevé. Mais qui permettait néanmoins de quand même faire de la culture. Ici, vous avez que des productions qui sont, on va dire, à sensibilité intermédiaire. La laitue, en général, on recommande de la faire en bac à un certain niveau de teneur dans le sol. Ben voilà, Monique avec une de ses adhérentes. Bonjour Monique. Bonjour. Voilà, on vient de capter au jardin. Oui. C'est la responsable de la section jardin et puis j'encourage les résidents, tous les volontaires à venir avec nous tous les samedis. Ouais, la groseille est très belle. Là, en l'occurrence, la groseille, ce n'est pas une production sensible, donc on peut la planter à même le sol. Voilà, il n'y aura pas de transfert de chlordécone dans les produits. C'est un jardin qui est vivant sous tous les angles, et c'est parce qu'il est vivant qu'il y a plein d'interactions entre espèces que justement ça fonctionne d'autant mieux et qu'on a justement moins besoin d'utiliser des produits nocifs comme le chlordécone par exemple. C'est vrai qu'on nous a dit que il fallait surtout mettre en terre des arbres pour la basse terre parce que la codone ne monte pas, elle reste au sol, elle se fixe tout ce qui est carottes, tout ce qui est légumes racines quoi. Ici pour moi c'est vraiment un endroit où j'apprends à cultiver, à mettre en terre, faire les associations, voilà. Et donc ça me donne, je suis en train de reformater mon esprit et mon cerveau. Ils viennent prendre des connaissances dans le jardin Galandoubout et après on se rend compte qu'on fait la même chose ce soir. Et la formation circule. La formation circule, c'est ce qui est important pour nous. Pendant toutes ces années,
La question était « Ah, je ne sais pas où j'achète, j'ai peur d'acheter local, il n'y a pas de visibilité en termes de chlordécone. » Et du coup, c'est toujours un peu du qui tout double. Aujourd'hui, les producteurs doivent prendre leur destin en main et apporter cette transparence à la population. Et c'est essentiel. Dans tous les cas, on en a encore pour plusieurs siècles et il est important pour nous de trouver les leviers de notre développement en limitant notre exposition à la chlordécone. Et si le salut venait d'une autre pollution, celle des sargasses, ces algues nauséabondes qui affluent sur les côtes caraïbes. 40 000 tonnes par an s'échouent sur le littoral guadeloupéen. Presque une aubaine pour cette chimiste. La sargasse, c'est une biomasse. Et puis, depuis quelque temps, on cherche à valoriser. Nous, au laboratoire, on travaille beaucoup sur la valorisation de la biomasse en charbon actif. Et il faut savoir que les charbons actifs, ce sont des matériaux que l'on peut utiliser dans le domaine de la dépollution. Nous, ce qu'on essaye de voir, c'est comment on peut utiliser le charbon actif de sargasse pour séquestrer les molécules de chlordécone. Et en les séquestrant, cela empêche leur transfert, soit vers les animaux d'élevage ou vers les plantes. Plus de 80% du pesticide serait ainsi piégé dans le charbon actif de sargasse. À ce jour, le plus grand espoir de dépollution des sols. Le mal qu'on fait quelque part à quelqu'un d'autre que nous, c'est à nous-mêmes qu'on le fait. On est tous unis. L'humain n'est rien sans tout ce qui l'entoure. Tout ça, ça converge avec le message, par exemple, de Laudato Si, l'encyclique du pape François, qui dit que la solution, c'est la sobriété.